Bonjour, bonsoir amis gilets jaunes et autres résistants de tout poil. Alors exceptionnellement, une vidéo sans casquette, parce qu'il faut dire que c'était une sorte de stratégie personnelle. Je me filmais avec une casquette et comme ça je pouvais me promener dans la rue sans casquette, on ne me reconnaîtra pas. C'est complètement bidon, on me reconnaît sans ma casquette, donc c'est bon. Même si je suis un habitué du couvre-chef. Alors, vite fait, je vais faire une petite vidéo là par rapport à ce qui se passe en Ukraine, puisqu'on entend là toutes sortes de commentaires allant dans tous les sens, soit panique chez les pro-russes, soit cocorico chez les pro-OTAN. Et donc, on va faire un peu le point. J'ai titré cette vidéo Victoire à la Pyrrhus de l'OTAN. Alors une victoire à la Pyrrhus, c'est une victoire qui ressemble plus à un échec qu'autre chose. C'est-à-dire que c'est une victoire qui a coûté tellement cher qu'il n'y a pas de possibilité de l'exploiter et même l'adversaire, il va se refaire plus vite que celui qui a fait sa victoire. Pyrrhus, c'était un général de l'Antiquité qui a donc battu les Romains, mais cette bataille lui a tellement coûté cher en hommes qu'ensuite les Romains ont pu reconstituer leur armée, tandis que Pyrrhus non, ce qui fait que les Romains sont revenus et ont fait la conquête du pays. Donc c'est une victoire à la Pyrrhus. Et c'est exactement ce qui se passe en Ukraine, puisque donc les troupes de l'OTAN, parce qu'il faut arrêter de parler d'armée ukrainienne, l'armée ukrainienne est équipée et instruite et soutenue par le renseignement de l'OTAN. C'est une guerre de l'OTAN, comme on dit, par proxy, c'est-à-dire qu'on utilise une autre armée que la sienne. Donc voilà, les soldats ukrainiens sont les pions de l'OTAN. C'est pour ça qu'on leur donne des armes. Allez, vas-y, vas-y. Et en 6 mois, on considère que les Ukrainiens ont eu plus de 200 000 hommes mis hors de combat, c'est-à-dire les tués, les blessés. Parmi les blessés, il y a les mutilés, puis les prisonniers. Et alors l'armée ukrainienne s'organise donc depuis Maïdan en 2014, a été organisée par l'OTAN pour préparer la guerre contre la Russie. Donc effectivement, ils ont du monde, on leur envoie du matos, des milliards, des dizaines de milliards d'armes. Il n'y a pas d'argent en Europe. L'Amérique, c'est un des pays les plus surendettés au monde. Mais il y a toujours des milliards et des dizaines de milliards pour faire la guerre contre les Russes. À bon entendeur, salut. Et donc, comment il s'appelle, Zelensky, le pion de l'OTAN, avait promis au mois de juin qu'il allait lancer une grande offensive contre la Russie. Ça devait être cet été, ça a traîné un peu, et puis là, c'est en septembre. Et donc, ils avaient prévenu, ce qui fait que les Russes, si tu veux, n'ont pas été pris au dépourvu, puisqu'ils ont été prévenus. Et que les Russes, ils savent très bien qu'ils se battent contre l'OTAN, et non pas contre Zelensky. D'ailleurs, ils disent, ça ne sert à rien de discuter avec Zelensky, c'est l'OTAN qui le dirige. Donc, tu ne peux pas négocier avec un sous-fifre, évidemment. Et donc, cette grande offensive sur l'ensemble du front, c'est énorme ce que l'OTAN est capable de produire. Mais l'OTAN, encore une fois, c'est une hyperpuissance financière, militaire. Le budget de l'OTAN, c'est 1000 milliards par an. Je crois que le budget de la Russie, c'est 150 milliards par an. Tu vois la différence. Donc évidemment, il y a une puissance de l'OTAN qui s'est mise en œuvre. Donc on a formé des militaires ukrainiens dans les pays de l'OTAN, en Pologne, en Allemagne, en Angleterre, en France également, on forme les artilleurs, et également aux États-Unis, on envoie des Ukrainiens aux États-Unis se former, on va dire, à la guerre moderne avec les équipements modernes. Et ensuite, tout le monde, allez-y, on va faire la guerre, comme on dit, à la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Et donc, il y a énormément aussi de mercenaires, entre guillemets, c'est parce que l'OTAN ne peut pas assumer le fait qu'elle fasse directement la guerre à la Russie. Et donc, sur 1000 km de front, il y a eu cette méga offensive, estimée à 300 000 hommes, ce qui est énorme. Zelensky avait prévu 1 million, mais il ne faut pas exagérer. Et donc 300 000 hommes, mais contre
150 000 hommes qui sont répartis sur toute la frontière. Donc au bout du compte, sur les 1000 km, toute la ligne de combat. Et en plus sur 3 lignes de combat, parce qu'en fait, dans les guerres modernes, il y a toujours, comme c'est depuis 14-18, 3 réseaux de tranchées, séparés parfois de plusieurs kilomètres les uns des autres. De cette façon, tu peux pénétrer, tu peux écraser dans un sens la première ligne de tranchée, ensuite tu vas te rapprocher de la seconde que tu peux bousculer, mais ça devient très difficile de briser la troisième qui est la mieux défendue. De cette façon, si tu veux, voilà, c'est pour ça en 14-18, c'était une guerre, comme on dit, de position, parce que personne n'arrivait à percer les 3 réseaux de défense, les 3 lignes de défense. Tu peux en percer une, en percer 2, mais il y a un moment où voilà, toi, tu perds tous tes hommes au fur et à mesure de tes offensives et tu arrives sur le morceau le plus dur. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. Donc, méga offensive. Alors, dans le sud, ça a été un échec total. Il y a eu énormément de pertes du côté ukrainien et les positions n'ont pas bougé. La première ligne de défense russe n'a pas été bousculée. Il faut dire que les Russes avaient renforcé cette zone-là. Et par contre, donc, au nord, il y a une percée de la première ligne par les Ukrainiens, la première ligne de défense russe. Mais il s'avère que les Russes également étaient au courant, ils ont des renseignements, ils ont des satellites, et donc ils ont vu l'armée ukrainienne se préparer à cette grosse offensive au nord. Ce qui fait que les Russes ont adopté la stratégie du repli tactique, c'est-à-dire qu'ils ont laissé au bout du compte la première ligne aux Ukrainiens. Les Ukrainiens sont rentrés dans cette zone comme dans du beurre, mais parce qu'il n'y avait pas de résistance. Les Russes avaient même pris le temps de vider tous leurs dépôts de munitions tactiques, c'est-à-dire de première ligne, à l'arrière, les civils également à l'arrière. Et donc voilà, l'immense force de frappe de l'OTAN a quelque part tapé un coup dans l'eau. Et donc là, ça y est, ils ont été arrêtés à la 2e ligne de défense russe. Là, ça passe pas. Et donc maintenant, toute l'armée de l'OTAN, donc l'armée ukraino-nazie otanesque, s'est engagée dans la plaine sans véritable défense, puisque on va dire que autant c'est une armée de défense maintenant, l'armée ukrainienne, ils n'ont plus de chars lourds, ils n'ont plus d'aviation, donc tu peux pas attaquer sérieusement. C'est donc terrible, parce que c'est une bataille au bout du compte de boucherie, comme en 14-18, où donc tu envoies ton infanterie par centaines de milliers d'hommes passer à l'offensive et sous les bombardements ennemis. Donc cette offensive des Ukrainiens sous la direction de l'OTAN s'est faite pilonner pendant tout le temps de l'offensive. Ils ont perdu énormément de monde et surtout ils sont sortis de leur bunker de défense, de leur ligne de défense à eux, et maintenant ils se retrouvent en race campagne. Ils ont conquis des villages qui sont vides, etc. Mais ils n'ont pas de structure de défense, ils n'ont pas de grosses dépôts de munitions, de choses comme ça. Et ils se sont éloignés très très loin de leur ligne logistique. De plus, les Russes ont bombardé toutes les centrales électriques de la zone sur lesquelles reposait la logistique qui permettait de soutenir l'effort de l'offensive. Donc là, l'offensive ukrainienne est stoppée. Ils n'ont plus de force pour aller plus loin. Et c'est même dramatique, puisque qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ce n'est pas tout de conquérir un grand territoire, mais ensuite il faut le contrôler. Et là, il faut le conserver. Et là, évidemment, il y a un problème, puisque maintenant ils sont rapprochés de la 2e. Ils sont confrontés à la 2e ligne de défense, et donc ils sont rapprochés de la 3e. Et c'est là où il y a toute l'artillerie, la grosse artillerie russe. Donc là, actuellement, à l'heure où je te parle, l'offensive ukrainienne est écrasée sous les bombes. Donc c'est une victoire à la Pyrrhus. C'est une victoire. Ils ont
conquis un territoire. Très bien, bravo, mais ils ne vont pas pouvoir exploiter sur le terrain cette victoire. Les Russes donc avaient vu le coup venir, et j'avais lu un article il y a quelques mois, si tu veux, qui expliquait très bien que les Russes ne sont pas des enfants de cœur, ni des naïfs, et ils savent très bien qu'ils font la guerre à l'OTAN. Hein, et c'est pour ça qu'ils sont passés à l'offensive. Et au bout du compte, cette guerre d'usure leur permet d'user l'OTAN, d'user les capacités de l'OTAN, même si elles sont infinies, puisqu'il faut le savoir, les Russes ont également mis fin à une tentative d'offensive des djihadistes en Syrie, les djihadistes armés par l'OTAN. Là, ils ont tué récemment, ils ont pilonné un quartier général, ils ont tué énormément de cadres des djihadistes. Ça a mis fin à la tentative d'offensive, mais également l'OTAN et les djihadistes sont en train depuis cette nuit de lancer une grande offensive en Arménie, contre l'Arménie, depuis l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Et ce qui fait que c'est la puissance de l'OTAN qui lance plusieurs offensives. On n'est plus, encore une fois, dans un combat régional, on est bien dans un combat mondial. Et là, il y a plusieurs offensives de l'OTAN qui sont censées, évidemment, coincer les Russes, tu vois, et en Syrie, et en Arménie, et en Ukraine. Tu vois, c'est pour, quelque part, l'offensive qui a échoué en Syrie et celle qui est en œuvre en Arménie, c'est pour occuper les Russes. Hein, et comme ça, faciliter, évidemment, l'offensive en Ukraine, qui a donc échoué dans le sud, mais qui se transforme en victoire à la Pyrrhus dans le nord. Donc, et ben voilà, écoute, dans quelques jours, dans quelques semaines, hein, je ne suis pas dans l'état-major russe, il va y avoir la contre-offensive russe et qui va ramasser la mise. Hein. Tous les troupes ukrainiennes engagées dans cette offensive sont très loin de leur base et je ne suis pas sûr qu'elles reviennent un jour à leur base. Voilà, ça c'est pour dire que dans toutes ces histoires de guerre, il ne faut pas réagir évidemment à l'émotion, il faut prendre le temps d'analyser les choses, les choses profondes, la puissance profonde de la Russie qui fonctionne à ses frontières, hein, tandis que l'OTAN, au bout du compte, c'est Washington, donc fonctionne à plusieurs, quasiment peut-être à 10 000 km de ses frontières. C'est pas du tout la même chose. Et voilà, et on va voir le résultat très bientôt de cette offensive à la Pyrrhus. À très bientôt les amis, il faut que je vous parle de Constitution, évidemment. À très bientôt. Amis résistants et gilets jaunes de tout poil. Force et honneur, on ne lâche rien.